En fait, moi, j'aimerais poser une question à nos deux orateurs. Et je rebondis un peu sur la fin de votre intervention, parce que c'est une préoccupation moi, que je partage beaucoup. On sait qu'on est dans des sociétés aujourd'hui où la montée de l'individualisme est un des problèmes qu'on a à gérer, y compris d'ailleurs dans l'organisation démocratique de nos systèmes politiques. On voit bien que la réflexion s'organise beaucoup autour des droits de l'individu en tant qu'individu, un peu moins en termes de conséquences collectives. Vous avez parlé des interventions sur le génome, notamment, qui permettent dans certains cas de guérir certaines maladies génétiques. On peut penser que les gens qui sont guéris vont reprendre une vie normale. Peut-être d'ailleurs vont faire des enfants. La guérison ne concerne pas toujours les gamètes, justement. Ils vont enrichir finalement le génome collectif d'anomalies qui vont éventuellement rendre ces anomalies plus fréquentes. On voit bien que l'intérêt de l'individu n'est pas toujours celui de la collectivité ou de l'espèce ou du groupe humain en général. Enfin, et c'est assez compliqué. La médecine prédictive, c'est la même chose. On voit bien que peut-être dans certains paradis fiscaux, peut-être que certaines compagnies bancaires pourraient réserver des prêts à des gens ayant un risque médical particulièrement faible, puisque c'est un risque. Et donc le choc avec le métier qui consiste à gérer le risque, il est quasiment inévitable dans la société aujourd'hui. Et j'ai peur que nous soyons dans une période assez finalement défavorable pour envisager des adaptations de la législation dans un sens qui sera forcément dans nos assemblées délibératives, avec toute la transparence que ça implique et la mise sur l'espace public que ça implique, forcément centré sur l'individu et beaucoup moins sur la protection du collectif. J'aimerais que vous fassiez part de votre réflexion là-dessus. Oui, moi je crois que c'est la question fondamentale de notre temps, qui est, en termes de santé publique, l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. On le voit pour la vaccination, où quelques avocats disent que la liberté individuelle est de pouvoir refuser une vaccination. Donc je crois que cette tension entre ce droit absolu à disposer des droits individuels peuvent se faire au détriment d'une santé collective. Et que c'est justement dans cette tension que la loi est destinée à protéger ceux qui ont le moins de droits possible, et d'être plutôt une loi de protection qu'une loi d'encouragement. Vous parliez de la trisomie 21. La trisomie 21 n'est pas une maladie génétique, c'est une maladie chromosomique, ce qui fait qu'elle est inaccessible aux CAS. Mais on voit très très bien que la demande sociétale est de réduire le maximum de trisomie à ce qu'elle aboutisse à zéro, et qui en même temps, c'est un lieu commun, mais est devenu une intolérance considérable à la présence d'enfants trisomiques dont la durée de vie augmente. Donc on voit très très bien que ce manque d'attention aux familles qui se retrouvent piégées par la présence éventuellement d'un enfant dont l'avenir est quand même un peu compromis, qui devrait bénéficier d'une protection publique majeure, se retrouve désorienté par rapport à une sorte de vision qui est quand même un peu non pas de génie, parce que ça n'a rien à voir avec les grands mots, mais qui est quand même une vision d'une société qui se considère comme débarrassée par la science d'un avenir non radieux. Et là, il y a quelque chose qui me paraît être, pour une société et pour le politique, un enjeu fondamental, peut-être un peu méconnu. D'autres questions de profiter, puisque je ne sais pas si Madame Marion pourra être là tout le reste de la journée, je ne suis pas certaine, donc profitons-en pour lui poser des questions. Personne d'autre. Bon, si, vas-y, Alice Lemoine. Bonjour à toutes et à tous. Alice Lemoine, je suis conseillère départementale de ce département. Moi, je voulais... Enfin, comment dire, j'ai plutôt un petit contrepoint à ce que vous venez de dire. En fait, je me suis sentie un tout petit peu interpellée. J'ai une expérience de mère. J'ai accueilli un enfant qui porte un handicap. Et en fait, pourquoi je l'ai accueilli? Alors évidemment, c'est des témoignages toujours un peu personnels.
mais moi, je l'ai accueilli parce que j'avais aussi foi en la médecine, parce que... alors, il se trouve que c'est un spina bifida, c'est un handicap dû notamment à un manque d'acide folique. Et donc, d'ailleurs, qui pose la question de la prévention vis-à-vis des mamans enceintes, et j'en suis à ma 2e grossesse, enceintes, justement, qu'est-ce qu'on fait de cette question de la prévention, en particulier acide folique, il suffit juste de prendre des comprimés en anténatal, bon. Et donc, on a accueilli cet enfant, aujourd'hui, il a 5 ans, il va à l'école, il va super bien. Et en fait, moi, je suis toujours interpellée quand j'entends justement ce discours qui dit il faut pas enfin comment dire, la société n'en veut plus de ses enfants et enfin je sais pas ce que vous avez dit mais disons qu'il y a une interrogation générale sur effectivement et c'est là, enfin ce que vous avez mentionné, c'est la question de l'avenir radieux d'une société où on veut réduire complètement le risque et pour autant enfin je constate, mais c'est une expérience personnelle qui n'est pas multipliable à l'envie, mais je constate qu'on peut accueillir des enfants porteurs de handicap dans une société en plus où la médecine fait des progrès formidables. Moi, je sais gré, mais vraiment au corps médical qui a été formidable. Et donc, voilà, forcément, c'est un sujet un peu qui m'émeut, bien sûr, mais c'est pour dire que je trouve que dans ces sujets, on ne peut pas être blanc et noir. Moi, je côtoie beaucoup d'enfants porteurs de trisomie régulièrement et enfin, voilà, il y a des comment dire, des sources d'espérance formidables. Et donc, voilà, moi, j'ai une interpellation là-dessus en disant, mais est-ce que collectivement, qu'est-ce que collectivement, nous, en tant que société, on fait sur la question de l'accueil de nos fragilités? Est-ce qu'on dit collectivement qu'on n'en veut plus? Je sais, enfin, voilà. Je n'ai pas de réponse à la question, mais je trouve que enfin, nos fragilités, c'est aussi ça qui nous met en relation les uns avec les autres, c'est ça qui nous force à nous dépasser, c'est ça qui crée des solidarités exceptionnelles dans notre pays. Et là encore, confère, moi je suis émerveillée aussi du corps médical qui s'est accompagné avec une délicatesse extraordinaire les personnes qui ont des fragilités, et j'en fais l'expérience quotidienne. Voilà, donc c'est disons un contrepoint, mais pour dire que je suis tout à fait consciente de la complexité majeure de ces sujets, mais je trouve qu'on devrait aussi se poser la question de l'accueil de nos fragilités en général. Voilà. Voilà, on va vous applaudir. C'est exactement ce que j'ai dit. Voilà. Mais avec le paradoxe que dans une classe où il y a un enfant handicapé, la classe va mieux que quand il n'y a pas d'enfant handicapé. C'est le paradoxe absolu. C'est-à-dire que la découverte du plus fragile fait grandir la société. Et donc, c'est quelque chose qui, en France, a de la peine à pénétrer notre société. Introductive. La bioéthique aujourd'hui est porteuse d'une violence assez scandaleuse. C'est-à-dire un certain discours de la bioéthique, j'ai dire de scientistes, qu'on n'aurait même pas soutenu au XIXe siècle, avec une capacité d'intervention irréversible. C'est-à-dire on est aujourd'hui dans des choix irréversibles, c'est-à-dire l'avancée aujourd'hui sans véritable pensée, dans un contexte de compétition internationale et de dérégulation, et à mon avis très sous-estimé dans les conséquences que ça peut avoir pour nos représentations de ce qu'est la dignité humaine, la personne humaine et nos devoirs d'humanité. Mais je le disais juste d'une manière très rapide en introduction, un espace éthique n'a de signification que s'il va sur ce terrain-là. Et c'est vrai que de manière quasi hebdomadaire, on va dans les structures où on ne parle pas de bioéthique, où on parle des réalités quotidiennes de l'engagement et des solidarités. Et là où je vais encore même plus loin que Didier Sicard, quand on voit la créativité, à la fois des familles, des professionnels, mais aussi des personnes quand elles sont en capacité d'intervenir, quand on voit comment ils forgent des valeurs qui sont les valeurs de la démocratie, l'inattention dans le contexte politique actuel de ces questions, et c'est pour ça que nous, en tant qu'espace éthique, on a souhaité, même si ce n'était pas au niveau du grand débat
qu'on nous a indiqué, enfin, avec des questions, des items, effectivement, c'est pas de parler des impôts ou de la fiscalité. Pour nous, c'était des questions de la société les plus fondamentales. Et ce que j'ai trouvé dans les 3 rapports qu'on évoque, tout à fait fondamental, dans la partie, j'allais dire, des préambules et dans l'articulation, c'est qu'on touche à la question des valeurs et à la question, j'allais dire, de nos devoirs d'humanité, de nos devoirs de démocratie. Et je donne juste un exemple qui vous paraîtra paradoxal, parce que Laurence Rochus, dans son introduction, a évoqué à juste titre l'intelligence artificielle. Mais quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, la maîtrise humaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment il faut qu'il y ait toujours de l'humain, un questionnement humain qui soit au rendez-vous, on voit à quel point il faut aujourd'hui résister. Et je termine sur ce point. Votre témoignage sera peut-être le moment le plus fort de notre rencontre de bioéthique. C'est d'avoir su dire, avec la justesse de votre expertise, ce que vous avez dit, nous a dit, je prendrai des expressions à la Didier Sicard, doit nous obséder. C'est-à-dire, si le politique, au moment où il va envisager la loi de bioéthique, n'a pas fondamentalement en pensé cette réalité et ne pense pas que la vulnérabilité, c'est pas uniquement les questions de fin de vie. Les gens, ils n'aspirent pas à ce qu'on débatte sur leur fin de vie. Ils aspirent à ce qu'on débatte sur leur vie au quotidien et sur leur intégrité sociale. Et je vous invite, et pour terminer, à voir le travail remarquable de Pascal Jacob avec Andy d'Action. Vous regarderez sur Internet. Et quand vous voyez aujourd'hui, dans les derniers relevés d'Andy d'Action, que 35% de personnes en situation de handicap sont refusées à l'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire ne bénéficient pas de soins, je dirais qu'au moment où on parle de bioéthique, et je sais très très bien, on a discuté à plusieurs reprises avec Jean-Luc Touraine, ce sont ces enjeux. Donc merci de ce témoignage, je vous garantis, ça nous renforce dans notre conviction que la bioéthique, il ne faut pas uniquement la faire dans les laboratoires, mais il faut le faire sur le terrain, et que les gens qui sont dans la pensée aillent aussi sur le terrain voir ce qui se construit. Merci Emmanuel. Je laisse Madame Marion dire un mot de réponse et après on clôturera cette première partie de la matinée pour une petite courte pause de 5 minutes avant Monsieur Touraine, si c'est possible. Juste. Très rapidement, déjà pour vous remercier pour votre témoignage et pardon parce que ces sujets sont tellement porteurs d'humain que le délai qui nous est imparti pour nous exprimer est nécessairement extrêmement frustrant pour ceux qui s'expriment, mais encore plus pour ceux qui nous écoutent. Et on aimerait avoir le temps de davantage nuancer ce qu'on peut dire. Et pardon si je vous ai heurté par des raccourcis. Je crois que ça montre très bien qu'on ne peut pas ériger en norme la vision purement utilitariste qu'on voit parfois affleurer dans certains discours où on n'est pas dans la confrontation d'une revendication de la liberté par rapport à une réponse juridique ou scientifique. On est dans un modèle, et c'est ce qu'on a essayé d'étayer avec, d'une part, la liberté, mais aussi les notions de solidarité qui posent la question de l'accueil des plus vulnérables. Et c'est vrai que parfois, on a une approche de l'éthique qui oublie cette composante. Si vous regardez le rapport, on a essayé d'apporter quelques exemples concrets de préoccupations qui pourraient être supérieures, enfin en tout cas plus attentives, et également donc la dignité et la solidarité. Et c'est en ayant en tête que c'est vraiment un triptyque, je crois qu'on peut avoir une réponse qui soit apaisante en ce qu'elle répond, le cas échéant, à une demande, à une préoccupation qui a aussi sa singularité, mais l'humanité, la manière dont est perçue par d'autres la réponse qui peut être apportée en ce qu'elle implique et véhicule comme conception de la société. Voilà. Donc c'est très important, et y compris du point de vue du droit, on peut, par des concepts qui sont très fructueux, parvenir à avoir une vision équilibrée de ces sujets. Voilà. Clôture effectivement cette première partie qui est effectivement la partie analyse juridique et on voit bien que là, ce qu'on va maintenant, on va rentrer dans la partie politique avec les exposés de M. Touraine et M. Eliaou qui justement vont permettre de mettre en balance finalement c'est tout l'étendue des possibles qu'offre le progrès et les différentes techniques avec les valeurs de la société telles que Alice Lemoyle vient d'en témoigner. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu du politique, c'est de pouvoir justement, comme vous l'avez dit très justement, sur le sujet de la PMA, la question n'est pas tant ni juridique ni technique. La technique n'est pas du tout un problème. La question est éminemment politique et d'ailleurs se pose la question si elle est dans le périmètre d'une loi de bioéthique d'ailleurs, parce que c'est un sujet politique. Est-ce que ça doit être forcément dans ce périmètre d'une loi de bioéthique? Bon, je pense qu'on va juste, si vous en êtes d'accord,
Et tout de suite avec Monsieur Eliaou et Monsieur Tourelle.